Le 16e Salon du Livre de Saint-Estèphe, ce sont des invités qui viennent régulièrement et ce sont aussi des guest stars, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément venus au préalable, mais qui sont avec nous et nous recevons un homme issu du monde du 7e art qui a écrit sur une période très sensible, celle de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Bernard Stora. Bonjour. Alors, je vous disais juste en préambule de cet entretien que vous avez un célèbre homonyme, Benjamin Stora. Vous ne faites pas du tout partie de la même filiation, de la même famille. De la même famille, nous ne faisons pas partie, mais nous avons sans doute la même origine. C'est-à-dire que lui, je crois que sa famille était de Constantine, ma famille paternelle, qui a émigré par la suite, qui s'est installée en France après la guerre de 14, était d'Alger. Voilà. D'accord. Mais ce sont des juifs établis de très longue date en Algérie. Ça veut dire que ça n'est pas la tradition pied noir. Ce ne sont pas des colons. Ce sont des habitants venus soit d'Espagne ou du Portugal, soit peut-être des berbères judaïsés. Il semble qu'il y ait différentes origines. Votre enfance, vous l'avez passée en Algérie? Non, pas du tout. Pas du tout. La famille de mon père s'est installée à Marseille au début du XXe siècle. Oui. Exactement après la guerre de 14. Mon grand-père a fait la guerre de 14, il a fait Verdun, etc. Il est rentré en Algérie et il n'a mal supporté le climat antisémite qui régnait à l'époque en Algérie, à Alger particulièrement. Pas seulement à Alger, mais à Alger aussi. Et pas de la part de tous les colons français. Mais il y avait cet état d'esprit qui était assez développé. Et comme il avait fait la guerre et qu'il pensait avoir largement démontré qu'il était français, il l'a mal supporté et il est venu à Marseille en pensant qu'il allait échapper à ce climat. Quelle est la particularité d'un cinéaste qui se met à écrire? Vous allez me dire, quand vous êtes réalisateur, on va peut-être commencer d'abord par l'écriture. Vous, quelle différence faites-vous entre le maniement de la caméra, le monde du cinéma et le monde de l'écriture à proprement parler? Vous savez, j'ai toujours été à mi-temps réalisateur, à mi-temps scénariste, parce que j'ai tourné beaucoup de films pour le cinéma et la télévision. Vous pouvez le rappeler pour nos téléspectateurs un petit peu votre bio, les grandes lignes de votre bio? Vous savez, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Le film le plus récent pour le cinéma s'appelait Villa Caprice. Il est sorti en 2022 avec Nils Arestrup et Patrick Bruel. Et pour la télévision, j'ai tourné beaucoup de choses. J'ai tourné, par exemple, avec Belmondo, L'aîné des fers chauds, avec Bernard Farcy, un film sur le général de Gaulle au début des années 2000. Enfin, beaucoup de choses, voilà. Et j'espère que les téléspectateurs s'en souviennent. Vous avez puisé dans cette longue expérience votre inspiration de romancier? Non, ce n'est pas spécifiquement mon inspiration de romancier que j'ai puisé. Mais si vous voulez, comme j'ai écrit mes scénarios, j'ai une certaine pratique de la technique de l'écriture. Je maniais les mots, organisais des phrases, essayer d'être le plus expressif et précis possible. Ce sont des choses auxquelles je suis habitué par l'écriture cinématographique. Après, l'écriture du roman, c'est une chose totalement différente, vraiment très différente. Alors, j'ai découvert ce terme que je ne connaissais pas, le bada. Je l'ai évidemment appris, j'ai lu de quoi il s'agissait. Je disais, le contexte, c'est un contexte particulièrement difficile pour les Juifs, puisque nous en parlions à l'instant, c'est la période 41-43. Alors jusqu'en 1942, les Juifs sont en zone libre et pas persécutés, mais à partir de 1942, la région de Nice, où se situe le roman, est envahie par les Allemands à partir du 11 novembre 1942, si je ne m'abuse. Et là, c'est une toute autre chanson pour les familles juives. Voilà, et pour votre héros en particulier. Alors très précisément, Nice avait un statut à part. Oui. Nice était occupé par les Italiens. Exact. Et pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici, les Italiens s'étaient montrés relativement tolérants par rapport aux Juifs. Ils s'étaient même intervenus dans de nombreux cas pour freiner les excès de zèle de la police de Vichy et de l'administration préfectorale de Vichy. Voilà. Ça a duré jusqu'à l'entrée
des Allemands à Nice, c'est-à-dire très précisément le 8 septembre 1942. Oui, voilà, 42. Donc avant que toute la zone libre ne soit envahie. Légèrement avant alors. Puisque de mémoire, je crois que c'est autour de novembre 42 que la zone libre est occupée. J'ai dit une bêtise, c'est 43. Alors 43, alors, donc un an plus tard. Alors. Voilà, tout à fait. Je vous ai dit une grosse bêtise. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Et donc mon livre se déroule pendant la journée du 18 octobre 1943. Et c'est précisément la journée pendant laquelle un couturier juif qui jusqu'à présent, qui a à Nice une boutique de mode qui marche très bien, qui a eu beaucoup de succès. Jusqu'à présent, il est arrivé à ruser avec les lois de Vichy, à utiliser des prête-noms, donc à conserver, malgré les lois raciales de Vichy, à conserver la direction de son affaire. Mais quand les Allemands rentrent, effectivement, tout de suite, il se livre à une répression vraiment féroce contre les Juifs. Et donc, ce personnage qui était persuadé d'être né sous une bonne étoile et qu'il allait finalement échapper à son destin est rattrapé par la brutalité de cette répression. Il prend peur et il vend son commerce à très bas prix à son principal concurrent, lequel lui promet de lui donner ce qu'on appelle un bada. Un bada, c'est un supplément dans le Midi. Vous voyez, c'est un petit peu au marché, quand on vous fait 1 kilo, et on dit tiens, voilà un bada. Donc on met un fruit de plus, un légume de plus, etc. Mais c'est aussi, ça signifie un dessous de table, c'est-à-dire une somme qui est négociée secrètement et qui n'est pas prévue dans le contrat d'origine. Donc ce concurrent lui promet un bada. Pourquoi le fait-il ? Pas par bonté d'âme, mais simplement parce que 1943, c'est l'époque où les choses sont en train de basculer et où la victoire des Allemands n'est plus du tout assurée. Donc un certain nombre de gens... Surtout après Stalingrad, après février 1943. Exactement, voilà. Ouais. Donc un certain nombre de gens qui se sont livrés sans aucun problème à la collaboration se disent qu'il vaut mieux ménager l'avenir. Voilà. Alors après ça, les choses ne tournent pas comme prévu. Et sans vous dévoiler la fin de ce livre, je peux vous dire que l'acheteur ne donne pas du tout le bada, mais au contraire dénonce ce couturier. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire, si vous voulez, simple, c'est-à-dire qui se déroule sur une journée. Mais pendant cette journée, mon personnage principal, mon héros, pense à ce qui s'est passé dans sa famille et qui l'a amené à cette situation, et ce qui s'est passé dans la vie de son amant, Aldo, qui est lui d'origine italienne et dont la famille est venue, elle aussi, s'installer dans le Midi de la France pour échapper à la misère d'une région très très pauvre du sud de l'Italie. Alors cette persécution des Juifs, votre famille l'a-t-elle connue aussi ? Ma famille n'a pas connu directement la persécution des Juifs, mais disons qu'elle n'a pas été atteinte directement. Mais j'ai entendu parler beaucoup de ça. Moi, je suis né en 1942 et vraiment, toute l'après-guerre, on ne parlait que de la guerre. Mais moi, j'ai entendu dire le contraire. Qu'il y avait une forme d'omerta chez les familles juives et que surtout ceux qui revenaient de la déportation ne voulaient pas en parler. Tout à fait, vous avez raison. Mais là, je parle, si vous voulez, plus largement qu'après-guerre, mes souvenirs d'enfance, quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, ce sont des souvenirs souvent qui sont liés à l'occupation. On parlait beaucoup, en dehors des familles juives, on parlait beaucoup de l'occupation, des Boches, des collabos, de Pétain. Bon, c'était quelque chose qui a quand même beaucoup nourri mon enfance. Enfin, nourri en tout cas, occupé, qui me préoccupait à l'époque. Et mon père, qui peut-être se sentait coupable d'avoir échappé aux persécutions, rappeler à qui voulait l'entendre qu'il était juif, et c'était des thèmes qui occupaient beaucoup de place dans les On pouvait affirmer sa judaïté facilement dans les années 50, après la Shoah? À mon avis, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que... Il me semble aussi.
Voilà, je pense, et c'est un peu un thème du bouquin aussi, si vous voulez, je pense que c'est trop facile d'expliquer que c'est Pétain qui a inventé Ah, certainement l'antisémitisme. pas. Et Je vous l'accorde. et c'est aussi très naïf de penser que du jour au lendemain, De Gaulle est rentré dans Paris et que tous les antisémites de la veille ont brusquement changé d'opinion. Je pense que cet antisémitisme qui était installé dans la société française a perduré évidemment et je doute qu'il soit totalement éradiqué de nos jours. Vous voyez, c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. C'est un des thèmes qui a pris, un peu malgré moi, beaucoup d'importance. Je ne le pensais pas au départ, mais je me suis rendu compte en écrivant que c'était un thème qui devenait prééminent dans mon livre. Et si on le portait à l'écran, qui le réaliserait? Vous-même? Pas moi. Parce Non. que finalement, le meilleur Oui. réalisateur de ce livre, ce serait vous. Non, je crois pas. Je crois que moi j'ai fait beaucoup d'adaptations. Ouais. J'ai adapté certains livres, de J'imagine bien. Simon par exemple, et de beaucoup d'autres. Quand on adapte, il faut se sentir relativement libre par rapport à l'œuvre qu'on adapte. C'est-à-dire, il faut essayer d'en prendre le meilleur, mais en même temps ne pas être prisonnier de ce livre en essayant de tout rendre. Donc, quand on est un petit peu extérieur, c'est relativement facile, quand on a un peu de métier, de faire le tri, si je puis m'exprimer aussi trivialement. Quand on a passé des mois à réfléchir à la moindre phrase, ça doit être très très compliqué et franchement, j'en aurais pas envie. Mais je serais très content si le livre était adapté par d'autres. Quel regard vous portez sur le cinéma d'aujourd'hui, qui n'est pas celui que vous avez connu il y a 50 ans, dirons-nous, parce que vous avez quand même, on ne l'a pas dit, côtoyé les plus grands. Oui, c'est vrai. Henri Verneuil, pour ne citer que lui, et beaucoup d'autres. Vous avez travaillé avec eux, vous deviez être très jeune à l'époque, j'imagine. Quel regard vous portez aujourd'hui sur Oui, ce cinéma? j'ai eu la chance, en effet, de travailler avec des metteurs en scène qui ont fait des films qui aujourd'hui sont considérés comme des films cultes. Oui. Vous voyez, bon, c'est vrai, Le Clan des Siciliens de Verneuil Ah ou oui. Le Cercle Rouge de Melville ou Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry sont des films qui sont vus et revus aujourd'hui. Bon. Et j'ai eu la chance, Ah. j'ai eu la chance d'y participer. Aujourd'hui, je pense que le cinéma a profondément changé. Moi, je suis très intéressé par les évolutions du cinéma, les évolutions techniques. Les derniers films que j'ai faits, évidemment, je ne reconnaissais pas vraiment le même climat que lorsque j'ai commencé, mais heureusement, les choses ont évolué. Quand je suis rentré, c'était un milieu extrêmement masculin, c'était une atmosphère de caserne, très hiérarchisée. Et aujourd'hui, les choses sont plus simples. Il y a beaucoup plus de femmes. C'est pas encore tout à fait paritaire, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes. Donc tout ça me convient très très bien. Après ça, les films, tout ne m'intéresse pas également. Je pense qu'il y a une crise du cinéma commercial. Justement, ces films dont je viens de parler, auxquels j'ai participé, qui étaient du cinéma, disons, commercial de qualité, ils ont beaucoup disparu. Je ne pense pas qu'ils ont trouvé aujourd'hui des choses qui soient comparables en qualité. Par contre, il y a un cinéma neuf, jeune, fait par des gens qui, quelquefois, n'ont absolument aucune expérience, mais qui font des choses qui me touchent beaucoup et qui m'intéressent beaucoup. Il y a toute une part du cinéma un petit peu spontanée, je dirais, qui n'est pas complètement dans les canons du cinéma classique, qui, moi, m'intéresse énormément et je regarde ces films avec attention. J'ai une dernière question à vous poser. Et je vais vous la poser et je vais envoyer votre interview à quelqu'un qui est mon fils. Il vient de faire 3 années de cours Florent. Il est jeune comédien, il rame comme tous les jeunes comédiens, il est à Paris. Quel conseil lui donneriez-vous? Peut-être qu'il écoutera les vôtres, qu'il n'a jamais écouté les miens. C'est normal, vous êtes son père. Exactement. C'est très simple. Alors, pour travailler dans ce métier, il faut avoir une famille. Pour l'instant, il ne l'a pas. Je ne parle pas de la famille. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Il faut dès le départ avoir l'idée d'avoir des amis, des gens très forts
et constituer une espèce de... Oui, une famille. Si on est seul... Une communauté? Voilà, on peut dire une communauté. Si on est seul, on n'a aucune chance d'y arriver. Mais ça, il l'a compris. Donc, voilà. Et il faut avoir des amis, il faut avoir des gens sur qui Mais il faut se les compter. faire, les amis. Parce que quand vous arrivez à Paris, vous les avez pas, les amis? Je ne les ai pas. Je ne les avais pas. J'étais provincial. Et à l'époque, provincial, ça avait vraiment un sens. C'était la vie à Paris n'avait vraiment aucun rapport avec ce que j'avais connu. Donc moi, j'étais Marseillais. J'arrivais à Paris. J'étais dans une classe du lycée Voltaire pour préparer l'école de cinéma. Je me trouvais avec les 2/3 au moins de Parisiens. Et donc, effectivement, il fallait s'adapter. Ce que j'ai fait, parce que je considérais... J'avais la curiosité, des rencontres, et j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui sont encore, pour ceux qui n'ont pas disparu malheureusement, parce que les années passent, mais j'ai encore des amis que j'avais à 17 ans quand je suis arrivé à Paris, vous voyez, qui ont toujours constitué ma famille et qui m'ont beaucoup fortifié dans tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup Bernard Stora. J'espère que mon fils qui s'appelle Aurélien aura entendu vos précieux conseils et qu'il les appliquera. Eh bien, bonne chance Aurélien. Je souhaite tout le succès Aurélien. Également à votre roman Le Bada, Bernard Stora. On n'a pas dit l'éditeur. De Noël. Alors, éditeur de Noël, et puis ça fait partie des rencontres qu'on aime bien faire. C'est une des premières fois peut-être, je vous laisse le micro, une des premières fois ou la première fois que vous venez à Saint-Estèphe? Je ne vous ai pas posé la question. À Saint-Estèphe, précisément, oui. Dans le Médoc, c'est la deuxième fois, mais la fois précédente remonte à 30 ans environ. Et je m'étais toujours promis de revenir très vite dans le Médoc. Ben, vous voyez, j'ai mis 30 ans pour y revenir. Je rappelle que vous êtes l'invité d'honneur de cette édition 2023, on ne l'a pas précisé. Extrêmement flatté. Donc ça vous octroie le droit de goûter tous les bons Saint-Estèphe, et Dieu sait qu'il y en a. Et je ne m'en prive pas. Et je m'en doute. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci Bernard Stora.